Alors, les migrations figurent, comme Madame Debuy et Monsieur Dautrem le détailleront tout à l'heure, dans les programmes d'histoire-géographie du collège et du lycée, car elles permettent de comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais aussi parce qu'elles sont devenues un objet important de la géographie, en ce qu'elles donnent à voir le monde contemporain, en ce qu'elles permettent aussi de mettre en action les différents champs de la géographie. Et ces deux aspects, donner à voir le monde contemporain, donner à le comprendre, et les aspects de la géographie seront les deux temps très inégalement répartis, je dirais, de mon introduction. Néanmoins, avant d'aller plus loin, je souhaiterais revenir un tout petit peu sur les définitions, parce que le terme de migration est un terme banal, on l'emploie, je dirais, de manière quasi quotidienne. Il ne pose pas de difficulté de définition, et pourtant, les migrations peuvent être définies de multiples manières. Sur un plan, je dirais, si on fait un peu une synthèse ou une exégèse des dictionnaires de géographie, on peut les entendre comme un déplacement durable, alors durable dans le sens d'une durée certaine, qui se traduit par un changement de résidence parce qu'il se fait sur une distance importante et qui parfois s'accompagne aussi d'une adoption de nouveaux modes de vie. Mais au-delà de cette définition, ou cette définition assez large, recouvre des réalités variées parce qu'il n'y a notamment pas de précision quant à la motivation qui se cache derrière ces migrations. Donc les migrations peuvent être à la fois internationales et nationales, mais il faut quand même qu'il y ait un réel changement. On ne va pas parler de migration lorsqu'il y a un changement de résidence au sein d'une commune, d'un canton, d'un département, etc. Les migrations peuvent être volontaires ou non, même si on verra que lorsque les migrations ne sont pas volontaires, on va peut-être plus parler de réfugiés. Et il faut aussi faire attention aux termes, parce que justement, dans le langage courant, on va parler de migration pendulaire. Et là, justement, ça n'entre pas dans le champ des migrations telles qu'on l'entend, je dirais, de façon traditionnelle, et c'est bien pour ça qu'on ajoute cet adjectif. Il y a aussi les migrations saisonnières, donc le tourisme. Alors là, vous pourrez me dire, ben, on peut partir jusqu'à 3 mois, grosso modo, puisque c'est la norme diplomatique qui fait qu'on doit prendre un visa ou pas, on peut être considéré comme un touriste. Donc ça peut déjà faire un changement important, on peut avoir un changement de mode de vie aussi pendant sa période de vacances. Néanmoins, on reste quand même avec des migrations saisonnières donc, qui relèvent du tourisme. Et donc migration pendulaire et migration saisonnière sont des phénomènes de mobilité, on se déplace, mais pas des phénomènes migratoires dans le sens qu'il y a l'absence de ce changement de résidence et de ce déplacement durable. Donc, il y a là une distinction importante à avoir entre mobilité et migration. Les migrations font partie des mobilités, mais l'inverse n'est pas vrai. Alors, la géographie des migrations est devenue un réel objet d'étude au cours de ces dernières décennies, mais c'est néanmoins un objet d'étude relativement récent pour les géographes qui se sont d'abord, et qui continuent d'ailleurs à tirer profit des travaux des anthropologues, des sociologues, mais des travaux relativement récents puisque c'est en 1955 que Max Sor publie Les migrations des peuples, essai sur la mobilité géographique. Il y a peu de travaux qui soient véritablement restés dans les mémoires ensuite, jusqu'en 1976 avec Pierre Georges, qui a publié Les migrations internationales. Et c'est néanmoins à l'initiative des sociologues, mais ils ont associé beaucoup de géographes, que les migrations sont véritablement devenues un objet à part entière avec l'équipe Migrinter, créée par Gildas Simon en 1985. Donc Migrinter, ça veut dire Migration internationale société. Et la dimension géographique, néanmoins, encore une fois, n'a pas toujours prédominé dans ces travaux et continue à ne pas nécessairement être au cœur de leur champ. Néanmoins, depuis plus de 20 ans, les travaux se multiplient, s'enrichissent et donnent à voir la diversité des apports que la géographie peut tirer de cette étude des migrations. D'autant plus que c'est un sujet multiple, c'est aussi un sujet
d'actualité. Bon, alors c'est à titre d'anecdote, hein, mais le sujet de la géographie des territoires à l'agrégation pour la session 2019, pour l'agrégation de géographie, était les migrations en Afrique du Sahel et du Sahara à la Méditerranée. Donc vous voyez, c'est un sujet d'actualité, dans l'actualité, je dirais, normale, dans l'actualité du monde, mais dans l'actualité du microcosme des géographes aussi. Donc la géographie est une clé de lecture du monde, et ce, à différentes échelles. Au-delà des flèches sur les cartes, et c'est bien là le défi hein, dans les classes, c'est de passer au-delà des titres accrocheurs de l'actualité et de donner chair à ces flèches et à ces chiffres, parce que les soldes migratoires, finalement, ont fini par confondre le quintal de blé et la personne, hein, quelque part. Ça reste des chiffres. Les flèches, c'est aussi assez impersonnel. Et pourtant, ces deux éléments donnent à voir le monde. Et donc, en étudiant les points de départ, les points d'arrivée, les lieux de transit, les trajets donc, qui sont effectués, l'intensité de ces flux, on a les modes de transport aussi, on a accès à de multiples éléments de compréhension du monde et d'analyse du monde. Alors les migrations rendent compte, je dirais c'est l'aspect le plus évident peut-être, des inégalités de développement et de richesse, mais aussi de l'organisation des systèmes productifs et de la mondialisation. On a tendance à beaucoup parler, et c'est les flèches souvent les plus importantes, des migrations sud-nord, et pourtant les migrations se font le plus souvent au sein d'une même zone. Les migrations sont plus massives au sein du continent africain qu'entre l'Afrique et l'Europe. Les Français migrent aussi, mais ils migrent essentiellement vers des pays à niveau de vie comparable. Alors que ce soit en premier lieu l'Europe, l'espace Schengen et l'Union européenne y contribuent très largement parce que ça facilite quand même les choses d'avoir une reconnaissance totale des diplômes, par exemple. Mais les Français migrent principalement vers l'Amérique du Nord aussi. La question du coût de la migration, mais aussi des possibilités d'accueil, des possibilités d'adaptation, explique en partie ces éléments. Alors ça explique aussi qu'il y ait des liens prioritaires. Les Haïtiens, par exemple, migrent beaucoup plus vers le Québec francophone que vers l'Ontario anglophone. Et à l'inverse, on a d'autres migrations des Caraïbes vers les autres provinces canadiennes. Les circuits jouent donc un rôle déterminant dans ces migrations. Ce sont aussi, à l'échelle du pays, les migrations qui sont liées aux mutations économiques. Je pense notamment là à l'exode rural, qui n'existe plus guère dans les pays développés, mais qui reste encore très important dans les pays en voie de développement ou dans les pays déjà émergents ou émergés même, mais qui modifie considérablement la géographie de ces pays. Donc les migrations sont donc à la fois le reflet des inégalités, sont le reflet des mutations économiques, mais sont aussi le reflet des complémentarités économiques, parce que ces complémentarités peuvent être à leur tour renforcées aussi par les mouvements migratoires. Je pense là notamment aux diasporas qui créent des circuits économiques privilégiés à l'image des investissements chinois en Afrique par exemple, ou inversement, une partie du décollage de la Chine lié à son ouverture, le financement des zones économiques spéciales a été très largement assuré par les Chinois qui vivaient à l'étranger. Les migrations, deuxième élément, sont également un indicateur des zones de conflit et d'instabilité politique. On peut penser là à la Syrie, on peut penser aussi au Venezuela. Je dirais malheureusement les exemples en la matière sont très nombreux. Venezuela quand même pour lequel, selon l'ONU, à l'issue de l'année 2019, il y aura 5 300 000 réfugiés et migrants. 5 300 000 réfugiés et migrants a rapporté à une population de 32 millions de personnes environ en 2017. Donc, vous voyez l'importance de ces crises. Alors, pour distinguer les réfugiés du migrant, je m'appuie sur la définition du Haut Commissariat aux réfugiés, qui appelle réfugiés les personnes qui fuient la guerre ou la persécution en franchissant une frontière internationale. Tous ceux qui ne répondent pas à cette définition de franchir une frontière
pour fuir la guerre et la persécution sont des migrants, selon le HCR. Il y a également les migrations qui sont le reflet des situations de changement climatique, avec les Kiribati, par exemple, qui ont acheté des terres en Australie pour pouvoir assurer un essor et un développement à leur population, avec là la question de, justement, est-ce qu'on a créé maintenant cette notion de réfugiés climatiques ou sont, je dirais, encore des migrants? Alors vous me direz que pour la réalité de ces personnes, être réfugiés ou migrants, ça ne change pas forcément grand-chose dans le traumatisme qu'elles vivent, mais pour les systèmes de reconnaissance et d'accueil, ça peut par contre changer la donne. Et les migrations, bien évidemment, permettent également de faire la géographie des frontières. Des typologies de frontières peuvent être faites à travers ces migrations avec qui peut passer la frontière. Si on était juste sur les questions des mobilités, on pourrait distinguer aussi les frontières qui laissent passer les marchandises, mais pas les personnes. Je pense là, je dirais, bien évidemment à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On a les frontières qui laissent passer certaines personnes, les frontières qui sont donc avec un système de visa, les frontières qui sont totalement fermées. On a des unions extérieures, je pense là à l'espace Schengen, où on a des frontières externes qui sont relativement fermées et des frontières internes qui, elles, restent ouvertes. On a donc toute une typologie des frontières qui s'exercent et une matérialisation aussi des frontières qui existent entre celles qui n'ont plus rien, celles qui n'ont plus rien, il y a toujours des bornes qui restent, hein, mais il y a aussi celles qui ont les postes de douane et il y a celles qui sont véritablement fermées avec les murs, les barbelés, les fossés, les miradors, etc. Voire même les no man's land. Et toujours lorsque l'on considère les flux dans leur ensemble, la question géopolitique peut également être mobilisée à travers les migrations. On constate actuellement qu'il y a dans le golfe de Guinée un phénomène de pêche illicite très important qui a conduit au cours des 40 dernières années à la disparition quasi totale du mérou, qui était des bases de l'alimentation via la pêche des pêcheurs sénégalais. Donc cette pêche illicite est très largement liée à la présence des navires de pêche chinois, mais elle se traduit par la prévision quasi certaine actuellement des stocks de pêche dans cette zone. Or, cela constitue à la fois une source économique importante, mais surtout une part importante de la ration alimentaire, et on s'attend à ce que d'ici une dizaine, au maximum une vingtaine d'années, près de 2 millions de personnes quittent cette zone, faute d'emploi et surtout de ressources alimentaires. Donc il y a aussi cet aspect donc, géopolitique qui peut être rendu compte par ces migrations ou ces prévisions de migration. Et bien évidemment aussi, il y a sur l'aspect de la géohistoire, lorsque l'on regarde et qu'on cherche à comprendre les parcours migratoires, pourquoi est-ce qu'on a des flux qui sont privilégiés entre telle zone et telle zone, l'histoire coloniale qui entre en ligne de compte pour les liens. Alors, les liens culturels qui ont pu se maintenir, souvent aussi les liens économiques et les sociétés d'accueil qui peuvent tenir aussi un lieu important dans ces migrations. Lorsque l'on étudie le profil des migrants, on perçoit une caractéristique commune à ceux-ci. C'est que dans la plupart des cas, les migrants sont les personnes les plus jeunes, les plus dynamiques et les plus diplômés de leur société qui partent. Et ce, quel que soit, je dirais, le pays de départ. Que ce soit un pays du Sud, un pays du Nord, ce sont en général les plus qualifiés et les plus dynamiques qui partent. Cela a donc des conséquences à la fois sur les espaces et les sociétés de départ, mais aussi sur les espaces et les sociétés d'arrivée, parce que les sociétés de départ, alors selon le volume ou la masse, plus exactement, de personnes qui partent, sont plus ou moins affectées, mais on peut avoir des bouleversements d'ordre démographique, soit il manque une classe d'âge quelque part, il reste les très jeunes, les personnes plus âgées, et la force de travail vive part, soit il peut y avoir aussi un déséquilibre de genre, seuls les hommes partent, seules les femmes partent,
Mais cela se traduit aussi quand même par des redistributions monétaires avec les flux d'argent qui sont envoyés. Alors certains pays misent véritablement sur cette stratégie et en font quasiment une stratégie de développement. Je pense là aux Philippines qui ont créé des écoles pour former les marins. Et la plupart des équipages sur les navires de commerce sont désormais des marins philippins. Et les femmes, elles, sont formées pour devenir domestiques dans différentes parties du globe. Mais du coup, on a véritablement une classe d'âge qui manque aux Philippines. On a aussi, pour l'ensemble des pays, aussi bien pays du Sud que pays du Nord, pour ces sociétés qui constituent des zones de départ, une fuite des cerveaux, puisque finalement, encore une fois, ce sont souvent les plus diplômés qui partent. Donc, on a là des bouleversements à la fois dans les espaces de départ, dans les espaces d'arrivée aussi, parce que on a dans ces espaces d'arrivée, mais aussi maintenant on s'est rendu compte qu'il fallait prendre en compte les espaces de transit, des recompositions qui sont plus ou moins fortes. On peut assister à des croissances très rapides, à des phénomènes de regroupement pour bénéficier des solidarités familiales, des solidarités aussi communautaires. On trouve des concentrations, alors pas très loin d'ici, Montreuil est la plus grande concentration de Maliens en France, justement parce que cela permet de bénéficier des solidarités et donc des solidarités du pays de départ pour pouvoir mieux s'intégrer dans le pays d'accueil. C'est aussi des regroupements et des croissances qui peuvent être liés justement à des phénomènes d'incertitude, de rejet qui peuvent aller parfois jusqu'à la création d'un ghetto. Là, je pense notamment à Toronto où vous avez un Chinatown en plein cœur du centre-ville. On est à moins d'1 kilomètre du cœur financier de la ville. Mais ce Chinatown ancien, maintenant, n'est plus peuplé par les Chinois. Il y a encore, je dirais, quand même plusieurs dizaines de milliers, mais ressortissants des pays d'Asie du Sud-Est. Mais ce sont maintenant les migrants les plus pauvres qui arrivent à Toronto qui s'établissent là, parce que c'est pour la partie centrale encore de ce Chinatown encore assez todifié. La partie périphérique commence à être gentrifiée. Mais par contre, les premiers arrivants chinois à Toronto, eux, à partir du moment où ils ont été intégrés, ont migré vers la banlieue, dans le mode de vie, je dirais, traditionnel nord-américain, et ont fait des Chinatown. Alors, town peut se discuter sur l'appellation, mais ça continue à s'appeler quand même comme cela, en périphérie. Vous en avez 4 en périphérie de Toronto, avec cette fois-ci une diversité plus grande, on devrait dire des Adia Town en quelque sorte, avec des centres commerciaux, les pavillons de banlieue, mais ils ont devant chez eux des petits lions qui accueillent le visiteur et le protègent. Donc on a à la fois l'intégration et le maintien des éléments, je dirais, traditionnels. Et donc ça montre, il est important de tenir compte de ces migrations et justement, encore une fois, cela constitue une clé d'explication de phénomènes d'urbanisme qui, sans cela, pourraient sembler surprenants parce que quand tout à coup, je dirais sans crier gare, vous passez du bungalow américain classique avec la maison avec ses petites corniches et ce petit lion, vous vous demandez un peu parfois pourquoi, ou tout à coup, où êtes-vous en train de circuler. Il y a aussi donc toutes les notions de carrefour, de point relais, parce que les zones de transit deviennent souvent des zones d'accueil. C'est le cas notamment en Afrique, où beaucoup de migrants souhaiteraient aller plus au nord et finalement s'arrêtent justement sur les rivages de la Méditerranée, modifiant considérablement des villes à l'intérieur du Sahel, du Sahara, mais aussi de la côte méditerranéenne. Et donc, avec tous ces aspects, les géographes se sont emparés de la notion de champ migratoire, donc, que l'on doit à Migrinter, qui est définie par Gildas Simon comme l'espace parcouru et structuré par des flux stables et réguliers de migration et par l'ensemble des flux matériels et idéels induits par la circulation des hommes. Alors,
La géographie des migrations donne à voir le monde, est une clé de compréhension de celui-ci, mais elle permet aussi de mettre en œuvre différentes approches de la géographie. C'est peut-être un des éléments les plus importants pour mettre en œuvre la géographie des représentations. Géographie des représentations pour voir comment les migrants se représentent à la fois leur parcours. Il y a énormément de travaux qui sont absolument passionnants sur justement les cartes que peuvent dessiner les migrants à l'issue de leur parcours, et on voit les obstacles, les allées, les retours, les problèmes qu'ils ont rencontrés, les facilitateurs aussi parfois qu'ils ont pu rencontrer. C'est aussi la représentation qu'ont les sociétés d'accueil vis-à-vis de ces migrants. C'est également les représentations que les sociétés d'accueil ont à la fois des migrants, mais aussi des espaces de départ et des rôles joués. C'est également un moyen de faire de la géographie culturelle, en voyant justement comment les idées se diffusent, comment il y a des symbioses qui se construisent, comment les articulations se forment. C'est également un enjeu de géographie économique, de géographie des peuplements, et, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, de géographie historique ou plus exactement, de géohistoire, les deux n'étant pas liés, donc je me corrige en disant géohistoire et non pas géohistorique. Donc, faire la géographie des migrations, c'est également former des citoyens en montrant la complexité et la richesse du phénomène migratoire, qui ne se résume pas à des flux illégaux en mer. La plupart des phénomènes migratoires, pas la plupart, la majorité des phénomènes migratoires sont des phénomènes tout à fait légaux qui se passent par voie terrestre ou voie aérienne. Et il est important que dans les cours, cela apparaisse. C'est-à-dire que souvent, je dirais, et il est normal que l'on cherche à entrer par l'actualité, et malheureusement l'actualité en la matière est très riche, de voir les phénomènes de migrants qui sombrent en Méditerranée. Néanmoins, c'est une partie réelle, tragique de la réalité, mais ce n'est pas la majeure partie de cette réalité. Et ça, les cours doivent véritablement en rendre compte. Parce que pour que le phénomène migratoire soit accepté, il faut aussi qu'il soit compris dans son intégralité, dans sa diversité et dans sa complexité. Et dire et enseigner la complexité implique de l'expliciter pour pouvoir la rendre compréhensible à tous. Et donc, c'est l'intérêt de cette journée, pour laquelle je renouvelle mes remerciements à Madame Debu et à Monsieur Dautrem, de vous permettre d'avoir accès à un savoir universitaire et à des propositions pédagogiques. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée en vous renouvelant mes regrets de ne pas pouvoir participer dans son intégralité.